Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Cordélia. Salut Julien. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Moi aussi, merci. Ce que je te propose, c'est dans un premier temps, c'est de me faire une petite présentation pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Qui tu es, qui est Cordélia aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, aujourd'hui, je suis productrice, autrice et facilitatrice de formation en leadership. Ok. Et si tu es là aujourd'hui, puisque tu sais que la thématique, c'est la reconversion professionnelle, donc c'est que forcément dans ton parcours, si je t'ai fait venir, c'est qu'il y a eu des changements un peu clés. Ce que je te propose, c'est de revenir quelques années en arrière. Quel a été ton parcours scolaire? Quelles ont été tes études finalement et qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Ouais. Alors, c'est intéressant parce que c'est un peu les bases de mon cheminement vers la reconversion. Et il se trouve que je crois que même quand j'étais gamine, je m'étais toujours dit que je ferais pas un seul métier. Et c'était une évidence pour moi. Et quand je suis arrivée à ce moment fatidique du choix d'orientation professionnelle, je voulais pas choisir. Comme beaucoup d'entre nous parce que c'est hyper dur. Et en fait, j'avais vraiment deux centres d'intérêt. J'en avais même trois. L'un, c'était j'avais une espèce de soif de la justice et je voulais vraiment défendre la veuve et l'orphelin depuis que je suis petite. Donc, j'avais envie assez naturellement de faire des études de droit. Et en plus, mon père était dans le domaine juridique, donc voilà, comme souvent, on est influencé par ce qu'on connaît. La deuxième chose, c'est que j'avais vraiment une part en moi d'artiste et j'avais une part très créative. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans le milieu artistique. Et la troisième chose qui m'intéressait, c'était de travailler à l'international. Et ça aussi, maintenant, je le réalise en le disant, je pense que c'est aussi sans doute parce que j'ai un background international et que mes parents avaient l'un et l'autre beaucoup voyagé. Donc, évidemment, ça fait partie des choses qui ont contribué à mon ouverture d'esprit. Donc, avec tout ça, je me suis orientée après le bac vers des études. Alors déjà, on m'avait bien sûr mis en filière scientifique. Parce que à l'époque, et je crois toujours aujourd'hui, c'est plus ou moins quand même la filière des bons élèves. Bienvenue au club. Sauf qu'en fait, je détestais les maths. Et certes, on m'avait inscrit à des cours de soutien de maths pour que je devienne bonne. C'est dommage. Résultat, alors pas de bol. Du coup, j'étais devenue bonne en maths dans la classe des futurs littéraires. Du coup, on m'a mis en scientifique. Et là, comme ça ne m'intéressait toujours pas, je me suis cassé la gueule en matière scientifique. Donc ensuite, je suis allée en filière littéraire. Et tout ça pour dire que j'ai passé mon bac et je suis allée en fac de droit. Et en même temps que mes études de droit, j'ai suivi une école d'art, une école d'expertise d'art qui s'appelle le Conservatoire de picturologie, où on faisait à la fois de la pratique des différents arts et on étudiait aussi l'histoire de l'art et l'expertise d'art. Donc, t'as pas fait un vrai choix. T'as choisi t'as choisi les deux. De ne pas choisir. Voilà. Exactement. C'est ça. Et en plus, en cours du soir, je prenais des cours de droit américain pour avoir la petite brique internationale. Donc effectivement, j'ai choisi de ne pas choisir. Et puis, de fil en aiguille, donc j'avais envisagé d'être commissaire-priseur parce que je comprenais que c'était un petit peu le métier qui permettait de concilier la passion pour le droit et pour l'art. Donc, j'ai fait un stage en salle de vente et là, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de personnes du troisième âge, que certes, il y avait des ventes d'œuvres d'art, mais il y avait aussi des ventes de saisies immobilières où on vend des vieilles lampes coquillages et des Barbies, qui font peur. Donc, je me suis dit, moi, j'ai quand même envie de faire un truc un peu plus dynamique. Et de là, je me suis orientée vers une discipline du droit qui s'appelle la propriété intellectuelle, qui est la défense de la création et des artistes.
Et quand j'ai découvert cette matière-là, je me suis dit, ça, c'est ma came. Et donc, je suis partie étudier la propriété intellectuelle aux États-Unis. Et là, j'ai coché toutes les cases et j'étais comblée. Oui, c'est ça. Tu as vraiment fait le choix de ne pas choisir et tu as trouvé le point qui était à la fois juridique, à la fois artistique et à la fois à l'étranger. Ouais. Et donc, une fois que tu as évolué dans ce domaine-là, qui est un domaine très spécifique, t'es resté combien de temps dans ce domaine-là, dans ton parcours? Alors, en fait, j'ai dû y rester 15 ans presque au total. Mais j'ai exercé ensuite professionnellement de manière très différente. J'ai vraiment eu plusieurs métiers dans le domaine de la propriété intellectuelle parce que donc je suis devenue avocate et mon premier emploi, ça a été de travailler dans un cabinet d'avocats assez prestigieux. Et puis à l'époque, je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais la série phare, c'était Ali McBeal. Okay. Et vraiment, c'était une histoire d'avocat hyper rigolo. Et vraiment, je me disais, ça va être génial. En plus, j'étais partie étudier à Boston, du coup, la ville d'Ali McBeal. Bon, il s'avérait que la réalité ne correspondait pas du tout à cette série. Mais cela dit, j'étais passionnée par mon métier d'avocat. J'étais vraiment passionnée par ça, par le contentieux, le fait de vraiment défendre les créateurs, ça m'intéressait énormément. Mais en étant dans un grand cabinet, je travaillais surtout pour des marques de luxe, de grande distribution, et moi j'avais envie d'être au plus près des artistes. Donc à ce moment-là, j'ai déjà pris un risque, enfin qui pour moi n'en était pas un, mais je suis partie de ce grand cabinet pour aller dans un petit cabinet d'avocats parce que c'était les petits cabinets qui travaillaient avec les artistes. Et là, tous mes collègues m'ont dit « mais t'es folle, comment tu vas faire au niveau de ta rétrocession, donc de tes honoraires ?» Et parce qu'il est vrai que je perdais énormément en rémunération, mais en même temps, je voyais bien que tout le monde m'enviait d'aller travailler dans ce domaine-là et que tous les gens du cabinet défilaient dans mon bureau pour savoir un petit peu ce que j'allais faire. Et du coup, pour moi, c'était très intuitif. J'avais juste envie j'ai juste suivi mon cœur quelque part. Voilà. Et donc, je suis allée travailler dans un cabinet de beaucoup plus petite taille où il y avait juste un avocat et moi. Et on travaillait... là on faisait du droit de cinéma et le premier jour on m'a donné des scénarios à lire et ensuite j'échangeais avec des producteurs, des studios et on montait des boîtes de prod et on développait des projets et on suivait des tournages. Donc là je me suis retrouvée à travailler dans le cinéma. Okay. Et c'était vraiment très différent de ce que j'avais fait avant. Mais c'était, voilà, j'étais sur un petit nuage à nouveau en me disant c'est génial. Ouais, tu te sentais au bon endroit. Ah ouais, vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est par rapport à ça, quand tu changes parce que mine de rien, c'est une sorte de petite reconversion, de petit changement à l'intérieur de ton domaine d'activité, parce que tu fais un petit pas en arrière en allant un grade en dessous finalement, parce que tu es dans un gros cabinet, tu es dans un petit. À ce moment-là, toi, tu es toute seule, tu es en couple, tu es familialement, parce que souvent on sait que dans les choix, comme tu parles de rétrocession et donc d'honoraires forcément un peu moins importants, ça a des impacts aussi des fois sur l'entourage. Alors c'est une super bonne question, parce qu'effectivement, quand j'ai fait ma reconversion plus tard, et on va en parler, tout le monde m'a dit « Ah oui, tu fais ça, mais parce que t'es mariée. » Mais j'étais là « Non, je fais ça parce que je vais là où j'ai envie d'aller. » Et que je sois célibataire ou pas, ça ne change rien. Et en réponse à ta question, à l'époque, j'étais célibataire, je me souviens plus, à vrai dire. Enfin, j'étais pas pas dans une. Enfin, j'avoue, pardon, je sais plus où j'en étais sentimentalement, mais en tout cas, c'était. T'avais pas d'accroche entre guillemets, parce qu'on sait très bien que dans une reconversion, l'entourage peut être ultra important d'une manière positive ou négative, et souvent ça aide ou ça n'aide pas justement à prendre la décision. Là pour le coup t'étais dans la vie de tous les jours, grosso modo, mais t'étais pas engagé, t'étais pas marié. J'étais pas mariée, voilà. J'avais pas d'enfant, et tu vois, je suis même pas capable de répondre à cette question tellement c'était indifférent dans ma décision. Et donc tu bascules en petit cabinet, tu rentres dans le monde un peu plus
de manière beaucoup plus personnelle et privée avec des artistes. Ouais. Donc, Ouais. on sait ce que tu fais à la fin. Donc, Oui. on voit qu'on Ouais. y arrive gentiment. Ouais. Une fois que tu as vécu cette expérience-là, et on le voit quand tu le racontes, c'est l'expérience qui a été, entre guillemets, une révélation dans tu avais besoin du contact humain plus proche des gens, finalement, que d'être dans une grosse machine, etc. Ouais. Quelle est l'évolution ensuite de ça? Alors, ensuite, 3 ans plus tard, on est en pleine crise des subprimes. Et en fait, moi, je voulais partir de ce cabinet parce que il y avait une personne qui était un peu folle dans le cabinet, qui n'était pas avocate, mais qui était extrêmement toxique et qui était connue. Et j'ai appris par la suite que tous mes prédécesseurs étaient partis à cause d'elle. Et donc j'ai vécu ce qu'on appelle un harcèlement professionnel. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte, j'avais pas les mots. Et donc, je souhaitais partir, mais grosse crise financière et pas d'emploi, surtout dans le secteur audiovisuel. Donc, et moi, je me disais, je sais que je veux faire ça, mais je trouvais rien, je désespérais. Et puis, on me disait, tu sais, il y a un job ouvert chez Google. Et je me disais, alors c'est marrant parce que vraiment, je me disais, ouais, merci, mais ça m'intéresse pas. Puis finalement, j'ai fini par postuler. Et là, contre toute attente, ça a été un coup de cœur professionnel et personnel avec la personne qui allait devenir ma future boss, qui était la directrice juridique, mais aussi avec une boîte qui était extraordinaire parce que je me suis rendu compte que cette entreprise avait plein d'activités, de produits et services qui étaient très liés à beaucoup de sujets sur lesquels j'avais travaillé pendant mes études, sur le sujet de mon mémoire d'études, les différents projets sur lesquels j'avais travaillé en tant qu'avocate, et qui avait YouTube dans Google, et c'était une des plateformes qui m'attiraient énormément. Et qu'est-ce que tu faisais là? Donc là, je suis devenue juriste. Et j'ai été responsable juridique de beaucoup de produits et services, et notamment de YouTube. Et quand je me souviendrai toujours à mon premier jour, quand ma boss m'a présenté à tout le monde, elle m'a dit, bah voilà, je vous présente Madame YouTube. Je disais, mais de qui parle-t-elle? Et en fait, c'était moi. Et j'étais super contente et honorée. Et j'ai été passionnée. J'ai vécu... quand on est avocat, on a très peur de devenir juriste d'entreprise. Il y a beaucoup d'avocats qui pensent que ça va être moins intéressant, ça va être répétitif. Et cela dit, il y a beaucoup qui franchissent le pas, notamment à cause du rythme de vie des cabinets d'avocats qui peut être extrêmement intense. Moi, dans mon expérience, qui n'est en aucun cas une généralité, mais pour ma part, ça a été au contraire passionnant parce que je suis arrivée dans une entreprise qui faisait énormément de choses, et donc je faisais des choses super différentes intellectuellement. Il n'y avait aucune journée qui se ressemblait, et qui plus est avec beaucoup de sujets très innovants et de questions juridiques innovantes, et voilà, et des gens extraordinaires, et surtout des gens super. Donc j'ai vraiment passé des années passionnante dans cette boîte. Et donc, j'ai à nouveau vécu une espèce de lune de miel, mais elle qui a duré vraiment très, très longtemps. J'ai vraiment été passionnée par cette boîte pendant des années. Et puis, il y a une évolution au fur et à mesure, qui est que au fil du temps, la part créative que j'avais en moi et que j'avais un petit peu enfouie, est revenue à la charge. Et j'étais appelée par même si ce que je faisais était absolument passionnant sur le plan stratégique et intellectuel, j'avais envie de faire quelque chose de plus créatif. Et c'est à ce moment-là que s'est ouvert à Paris un lieu physique qui s'est appelé le YouTube Space, qui était un espace physique pour accueillir les créateurs et créatrices de vidéos, et pour leur permettre de tourner, de monter, etc. Un espèce d'incubateur. Et on m'a proposé un job là-bas, et j'étais très tentée, mais j'avais aussi envie de rester dans les aspects stratégiques de mon métier. Donc j'ai dit, je vous aiderai, mais dans le cadre d'un 20%,
puisque la boîte permettait à chaque salarié de dédier 20% de son temps à quelque chose qui n'est pas son core job. Et c'est comme ça que je suis venue à créer une initiative intrapreneuriale. Avant d'être entrepreneur, j'ai été intrapreneur et j'ai créé un programme d'accompagnement des femmes vidéastes qui s'appelait Elles font YouTube. Donc ça t'a permis, en fait, ces 20%-là t'ont permis finalement d'avoir ce petit step intermédiaire pour construire la suite et donc de créer ce système-là pour toi. C'est ça. Même si ça a été, c'est vite devenu plus de 20% de mon temps. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte en discutant avec des créatrices de contenu que les femmes rencontraient des obstacles sur YouTube que leurs homologues masculins ne rencontraient pas. Elle rencontrait des obstacles qui étaient des barrières intérieures parfois, le syndrome de l'imposture, un sentiment de manque de légitimité, ou une difficulté à se vendre, ou bien des barrières extérieures. Et en particulier, c'était à ce moment-là qu'il y avait un espèce d'essor, même si ce mot est horrible, du harcèlement en ligne. Et les femmes le subissaient d'une manière très différente et beaucoup plus virulente que leurs homologues masculins, qui les subissaient aussi, mais les haters étaient beaucoup plus critiques sur les contenus des hommes, alors que sur les femmes, c'était beaucoup plus des menaces de viol, des critiques physiques d'une extrême violence. Et quand on reçoit des centaines, des milliers de commentaires comme ça, c'est évidemment très destructeur. Et donc, et ça m'a énormément touchée. Et comme j'étais très sensible, j'étais devenue au fil du temps très sensible à la condition des femmes, parce que j'avais aussi développé une autre activité qui était celui d'être formatrice en leadership pour les talents féminins. Eh bien, ça a été de manière très naturelle que je me suis dit, de la même manière que j'accompagne les femmes en entreprise, je vais accompagner les créatrices de vidéos. Et comment, à ce moment-là, tu te dis, je bascule complètement, puisque tu es à la fois donc, dans ton parcours américain, tu reviens à Paris. Quel est le moment où tu te dis, il faut que je fasse ça à 100%, je bascule complètement et donc je me lance à 300% dans toutes ces activités, parce que on le voit là, tu crées plein d'activités, plein de choses, que ce soit de la formation, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit des choses. À quel moment tu te dis, c'est là, c'est ma voie, sachant que ce qui est très drôle, c'est que ça reprend quand même beaucoup de tes activités d'avant. C'est plein de briques que tu as mis les unes après les autres pour arriver à ce chemin. Complètement. En fait, pendant plusieurs années, j'étais très épanouie avec mes différents piliers qui étaient mon job stratégique de Legal et Business Affairs, mon job de facilitatrice de formation en leadership, parce que moi, j'avais bénéficié de ces formations-là qui m'avaient changé vraiment la vie, ouvert les yeux, transformé positivement. J'avais envie de partager ça. Et le troisième pilier, c'était elles font YouTube, l'accompagnement des créatrices de contenu. Ah, et il y avait un quatrième pilier aussi, qui était Daybreaker. Donc, j'organisais avec des potes de San Francisco, on organisait des fêtes matinales. Et moi, je m'occupais de la programmation artistique. Et voilà. Il y a assez d'heures dans une journée pour faire tout ça? Non, il n'y en avait pas trop. Mais en fait, moi, ça me posait pas trop de problème parce que j'étais hyper active, je m'épanouissais en faisant toutes ces choses-là. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses qui me complétaient et qui me définissaient. Et donc, ce château de cartes a tenu pendant plusieurs années jusqu'à l'arrivée d'une météorite fatidique qui est l'arrivée de mon premier enfant. Et là, tout a volé en éclats. Parce que, évidemment, il n'y avait absolument plus la place dans mon agenda pour m'occuper d'un enfant. Or, moi, j'avais envie d'être présente pour mon enfant. Voilà, chacune a une sensibilité différente. Mais moi, il fallait que je fasse de la place, surtout que ma fille était un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle était un peu intense. Okay. Ça promet des belles journées, ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est là que je me suis rendu compte que ça n'allait plus. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je fasse un choix. Ok. Donc l'élément déclencheur, ça a été la maternité. Naissance de ta fille. Ouais. Ok. Il y en a eu un deuxième, ceci dit. L'autre élément déclencheur, c'est que ma maman était très malade. Elle a eu un cancer pendant de très longues années. Et là, on arrivait sur le dernier virage. Et là, je me suis dit
que je voulais être présente pour sa fin de vie. Et du coup, ça a été... on savait pas encore que c'était pour combien de temps elle en avait, mais la conjugaison de ces différents facteurs familiaux a fait qu'à ce moment de ma vie, ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans la vie active, et entre 10 et 15, vraiment, je me suis dit, j'ai besoin d'une pause pour souffler, et 2, j'ai besoin d'être auprès de ma fille et ma mère. Et c'est comme ça qu'est venu ce qui devait être une année sabbatique. Donc ça a été un vrai besoin de prendre du temps finalement pour toi personnellement, ce qui n'était pas le cas depuis le début, parce que on l'entend dans ton témoignage, il y a une multitude finalement d'activités, et même quand tu es dans une activité, tu cherchais à avoir une autre activité ou à compléter ton activité, donc ça s'arrêtait jamais. Donc t'étais parti pour une année sabbatique d'1 an, et de ce que je comprends, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, exactement. En fait, j'ai commencé à prendre un break. C'était génial. Ça s'est très bien passé. Et puis, j'étais ravie de prendre ce break. Et puis, évidemment, je continuais à aider des gens en pro bono, et notamment à accompagner des créatrices de vidéos que je conseillais sur leurs négociations, leurs projets. J'accompagnais un collectif qui s'appelle On est prêt, qui est un collectif de talents engagés pour la protection de l'environnement. Et donc, je faisais tout ça et je m'éclatais. J'étais ravie de faire ça. Et il s'est passé 2 choses. C'est qu'au fil du temps, au fil des mois, d'une part, les talents ont fini par me dire « Mais tu sais, Cordélia, nous, on n'attend qu'une chose, c'est que tu montes ta boîte de prod et qu'on puisse bosser avec toi et que tu puisses être notre productrice. » Et là, quand j'ai entendu ça, c'était un petit peu ce qui, quelque part, inconsciemment, la phrase que je rêvais d'entendre, je pense. T'en avais besoin. Parce que évidemment, la production, c'était déjà en moi. C'était ce que j'avais fait avant. C'est d'une certaine manière ce que je faisais chez YouTube, d'accompagner les talents. En fait, le fil rouge de ma vie, c'était ça, c'est d'accompagner des talents artistiques et de les défendre pour créer des œuvres au service de causes encore plus grandes que nous, qui font bouger les lignes de la société. C'est vraiment ça qui m'a toujours animée. Et c'est la réconciliation aussi de la convergence du droit et de la justice et de l'artistique. Donc c'est comme ça que j'ai créé ma boîte de prod. Et au même moment, je me suis rendu compte que les formations que j'avais données en leadership pour surmonter son syndrome de l'imposture, sa confiance en soi, pour s'exprimer de manière plus assertive, eh bien, alors que je pensais que l'égalité femmes-hommes, c'était un sujet à peu près réglé, que ce que je disais était devenu des évidences, que tout le monde était au courant, je me suis rendu compte que pas du tout, qu'il y avait beaucoup de femmes, y compris des femmes d'un certain âge, plus âgées que moi même, qui en avaient encore besoin. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'être coach, mais je détiens des recettes de cuisine que très humblement, je peux partager à des personnes qui pourront s'en servir pour faire des beaux gâteaux si elles ont envie. Et donc, c'est de là que m'est venue l'envie d'écrire un livre juste pour partager en open source quelque part tous les exercices que je connaissais et tous ces outils. Et donc, c'est là que j'ai écrit un livre qui s'intitule « Affirmer, libérer », mais qui est une espèce de caisse à outils de tous ces exercices-là pour développer sa confiance en soi et trouver son leadership authentique. Et ça, tu le fais en même temps que la création de ta boîte et ton lancement d'activité à côté, c'est ça? Donc, tu es encore dans le multi-activité complet. On s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Et en plus, ça a été l'enfer parce que c'est à ce moment qu'est arrivé le premier confinement. Super. J'ai pris ma décision et j'étais en vacances et une semaine après, pouf, premier confinement. Et pour revenir à l'une des questions que je t'ai posées tout à l'heure, puisque là, on y est, pour le coup, t'as une enfant, t'es marié. Ouais. Finalement, tu balayes d'une certaine manière un statut, un équilibre professionnel, etc., que t'as acquis de par toutes les années, tes études, profession, etc., ton évolution. Tu te lances complètement à se dire, je me lance une boîte. En parallèle de ça, j'écris un bouquin. Alors, non pas que c'est parce que justement t'es marié, parce que je sais très bien que c'est pas parce qu'on est marié qu'on bascule, mais comment a été perçu ce changement par ton mari
il t'a soutenu 100%, il a eu peur de ça, parce que c'est le premier sentiment qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais est-ce qu'on va y arriver? Comment vous avez vécu ça d'une manière un peu plus personnelle, intimiste par rapport à ça? Écoute, les deux, il m'a soutenu et il a eu un peu peur. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. D'accord. Okay. Mais ce qui est génial, c'est que il m'a soutenu et c'est quelqu'un de formidable qui, déjà, ça a l'air de rien. Je vais dire quelque chose qui a l'air con, mais qui est fondamental. C'est que c'est un homme qui fait vraiment sa part au foyer. À tout point de vue, et y compris dans le fait de s'occuper de nos enfants. Maintenant, on en a 2. Et je le souligne parce que, hélas, aujourd'hui, c'est encore trop rare. Je m'en rends compte en discutant avec beaucoup de femmes autour de moi. Et si on n'a pas quelqu'un qui nous soutient, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas entreprendre, et on ne peut pas s'épanouir professionnellement. Et moi, je vois beaucoup de femmes autour de moi qui sont freinés dans leur projet de carrière parce que de manière explicite ou implicite, on leur fait confiance qu'il est de bon ton, qu'elles aillent chercher les enfants à l'école, que c'est elles qui ont la charge mentale de toutes les tâches ménagères, etc. Et je vois beaucoup de surmenage chez des femmes de mon âge, ça me désole. Voilà. Donc moi, clairement, ce n'est pas parce que j'étais en couple que j'ai fait ce choix-là, mais je n'aurais jamais fait ce cheminement si mon conjoint ne m'avait pas soutenue. Voilà. Oui, c'est une part essentielle de toute façon. Je pense que dans tout changement, etc., et encore plus lorsqu'on a enfant, on est marié, on a un stress généralement qui est quand même beaucoup plus important. On peut également être propriétaire, avoir des engagements financiers derrière tout ça. Bien sûr. Et donc ce moment et ce déclic, souvent on a besoin d'un soutien complet de l'entourage. Enfin, moi je le sais parce que je l'ai vécu à titre personnel. Sans avoir eu de soutien, je l'aurais jamais fait. Donc c'est vraiment un moment clé. Donc tu bascules complètement, tu changes donc de vie, ça y est, tu deviens entrepreneur. Ça se passe bien? Ouais, alors carrément. Mais alors après, moi j'ai toujours, c'est marrant parce que moi j'ai jamais cherché à être entrepreneur. Je fantasmais pas du tout sur l'entrepreneuriat. J'étais fascinée par ça bien sûr, mais moi je me fous quelque part d'être entrepreneur ou salarié. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose qui est aligné avec mes valeurs. Donc, le fait d'accompagner des artistes pour créer des contenus qui ont un sens et qui ont un impact positif sur d'autres personnes, je l'ai juste fait de manière très intuitive, sans trop réfléchir. Et le business plan, il est venu bien plus tard. Ok. Ouais, donc, tu l'as construit après, en fait. Ouais, complètement. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait un contexte qui faisait que, initialement, je me suis lancée dedans pendant mon année de break, donc je me suis pas trop mis la pression. Mais voilà. Et après, l'entrepreneuriat, eh bien, c'est vraiment une aventure extraordinaire et c'est des montagnes russes en permanence. En tout cas, de mon expérience, mais puisque je prétends pas parler pour tous les entrepreneurs, mais je pense que c'est partagé par beaucoup d'entrepreneurs. Donc en fait, on devient complètement cyclotimique quand on est entrepreneur, c'est-à-dire un jour on reçoit un mail, ouais, on a vendu le truc, ou ouais, on a un article de presse et on est euphorique et on est tellement excité qu'on n'arrive même plus à bosser tellement on est content. Et puis une semaine après, c'est même pas une semaine après, le lendemain, c'est ah non, il y a tel truc qui marche pas et telle touche qui a pas marché, et on prospecte et ça fonctionne pas et rien ne va et on est au fond du trou et puis après ça remarche à nouveau. Et en fait, c'est plutôt des hauts et des bas toute la journée. Donc on se sent vivant, on se sent très vivant. Après, il faut être vraiment solide. Il faut être solide, faut savoir pourquoi on le fait. Moi, quelque part, ouais, je sais pourquoi je fais les choses. J'ai toujours en tête la cause ou le message que je veux soutenir. Et ça me fait tenir bon. Et puis, il faut aussi être bien entouré. Ouais, et ce qui est très beau, c'est que finalement, ton parcours et donc ton côté entrepreneur aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que toutes les étapes que tu as eues et des 3 choix que tu m'as parlé au tout début, au moment de tes études. Tu as rassemblé tout ça dans un seul et même endroit.
auquel tu as ajouté les valeurs que tu voulais mettre et finalement ça a créé cette boîte-là au bout du parcours. Donc pour le coup, c'est un cheminement je pense que tu dois le trouver ultra beau et quand tu le détailles comme ça te met en lumière aussi le fait qu'il y a eu un fil conducteur permanent dans ton histoire et que tu as construit tout ce projet-là. Aujourd'hui, 3 ans après, parce que tu l'as lancé en 2020, donc cette société, comment t'es aujourd'hui? Écoute, je suis bien, je suis très alignée. Je suis aussi en difficulté parfois, et je pense que faut être honnête de se le dire, quoi. C'est pas, mais et ça je le savais très bien. Voilà, c'est pour ça que je fantasmais pas sur la condition d'entrepreneur, parce qu'on a toujours en tête, les histoires des licornes qui font rêver, mais c'est comme les carrières artistiques. Il y a la partie submergée de l'iceberg qui est les gens qui cartonnent, et puis il y a le reste. Moi, je dois dire que je ne sais pas où tout ça va me mener, mais ce que je sais, c'est que j'aurai pas de regrets sur mon lit de mort et que j'aurais été là où l'univers m'appelait. Et d'ailleurs, quand j'entends des talents qui me disent « t'es la meilleure productrice qu'on ait jamais eue », bien sûr que c'est pas vrai, mais ça me fait hyper plaisir, enfin, quelque part. Alors que je n'étais pas productrice à la base, j'avais travaillé dans ce milieu-là, mais je me suis dit, je sais que je suis bonne, je suis pas trop mauvaise dans ce que je fais, mais c'est certainement parce que je comprends les artistes, parce que je comprends, je sais stratège, je sais, parce que tout ce que j'ai fait aussi en accompagnement, ça m'aide aussi à coacher des talents. Ouais, t'as acquis des compétences en fait au fur et à mesure du temps qui aujourd'hui t'aident. C'est ça. Et puis je l'ai pas mentionné, mais j'ai fait aussi beaucoup de théâtre. J'ai été comédienne amateur pendant longtemps, donc c'est aussi une part de moi d'artiste qui fait que je comprends très bien les talents et ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Donc voilà. Donc en réponse à ta question, aujourd'hui, il y a des hauts et des bas en permanence. Il y a des moments où je m'éclate, où je dis mais qu'est-ce que je suis heureuse de faire ce que je fais. Et pour rien au monde, je reviendrai dans ma vie d'avant. Il y a des moments où je galère un peu, mais voilà, je sais que je regretterai jamais d'avoir pris des risques et d'avoir eu l'audace de me lancer. D'ailleurs, pour moi, je vois ça me surprend quand les gens me disent mais c'est hyper courageux. Mais non, c'est pas courageux, c'est juste j'ai juste suivi c'était ton destin. Mon cœur, pour parler de manière kitsch, mais c'est ça. Non, c'était une évidence, quoi. Tout simplement. Exactement. C'était là où tu devais aller. J'ai une question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et c'est le but de ce podcast-là, beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions. Beaucoup de statistiques sortent sur le fait que les gens sont malheureux au travail et qu'ils ont des difficultés à passer le cap de se dire « Ok, je change tout », soit parce qu'ils ne peuvent pas pour des raisons familiales, financières, ou alors tout simplement la peur de se lancer dans autre chose. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute et qui se retrouve un peu là-dedans, dans cette phase où pas forcément épanoui dans son travail et se dit il faut que je change, mais comment, pourquoi? Voilà, un petit conseil que tu pourrais leur donner lié à ton parcours. Alors, j'ai envie d'en donner plein. N'hésite pas, tu peux y aller. Ok. Je pense que le premier, c'est de surmonter son syndrome de l'imposture. Moi, ce qui m'a aidée, c'est de rencontrer en Californie des entrepreneurs qui cartonnaient et qui avaient monté leur boîte alors qu'ils sortaient à peine de leurs études. Voilà. Et ces success stories de start-up qui cartonnent, c'est souvent des mecs qui sortent d'université. Et en quoi est-ce que des gamins de 18, 20 ans seraient plus légitimes que des gens qui ont 30 ans, 40 ans, avec une expérience professionnelle et une maturité et un bagage derrière eux? Donc en fait, il faut pas avoir peur de ça. La deuxième chose, c'est que je suis convaincue, que quand on est passionné, on devient bon dans quelque chose. Et moi, ça a été mon cas. Même lorsque j'étais avocate, je me suis lancée dans des disciplines auxquelles je connaissais rien, mais à chaque fois, parce que ça m'intéressait, je suis devenue compétente dans un domaine où, à la base, j'étais nulle.
Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment se le dire. Après, je pense que sur la partie financière, il faut pas nier que moi, dans mon cas, j'avais eu la chance d'avoir des gros salaires. Donc j'ai fait des yo-yo sans arrêt dans ma carrière, gros salaire, petit salaire, gros salaire, petit salaire. Donc je me suis autorisée cette prise de risque parce que j'avais mis de l'argent de côté, non pas par papa, maman, parce que à la sueur de mon front, en rentrant très jeune dans la vie active, j'avais des économies. Donc évidemment, faut être lucide, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et évidemment, si on est dans une situation tendue financièrement, il serait malvenu que moi je donne des leçons à des personnes qui sont dans ces situations-là. En revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des personnes qui, comme moi, ont eu des très bonnes situations, qui sont malheureux dans leur travail, qui sont pas en phase, mais allez-y, prenez un risque. Donnez-vous ne serait-ce qu'1 an de congé sabbatique ou de break pour tenter une expérience. Surtout qu'en plus, on a la chance d'être en France, donc il y a plein de dispositifs légaux qui permettent de prendre une année de césure. Saisissez cette opportunité-là, parce que c'est trop triste de se retrouver à la fin de sa vie, ou même pas à la fin de sa vie, même en milieu de vie, avec de l'aigreur et des regrets. Ce qui est tout le contraire de toi, parce que tu as l'air complètement épanoui dans ton parcours, donc c'est chouette. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça apportera plein de choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou que tu souhaites rajouter ? J'ai envie de te dire merci beaucoup pour cette invitation et bravo de faire ce podcast sur la reconversion, parce que ça touche beaucoup de gens. Et j'ai aussi envie de faire un peu d'autopromo et de dire aux personnes qui auront, celles qui auraient trouvé ça, ce que je dis intéressant, si elles veulent des clés, des outils liés à la reconversion, à tout ce qui est, en tout cas, surmonter ces barrières intérieures, mais aussi savoir communiquer et trouver un peu ce qu'on appelle le personal branding, trouver son ikigai et savoir comment communiquer dessus, eh bien, vous pouvez lire mon livre. Le message est passé, on mettra toutes les informations en description, comme ça on pourra retrouver beaucoup plus facilement justement ce fameux livre. Merci beaucoup Cordélia. Merci à toi. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.